Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. Nous allons parler de data encore comme d'habitude et nous allons en parler avec Sandra Mathieu qui est cofondatrice avec Stéphane Jeannot, qu'on n'oublie pas, de Adobis Group. Sandra, bonjour. Bonjour. Alors, Adobis Group, on va être honnête, il y a sans doute la majorité de nos auditeurs qui ne connaissent pas. Et l'idée, c'est de rectifier cette erreur. Très probablement, oui. On va tâcher de la rectifier, effectivement. Alors, on ne vous connaît pas encore bien, pourtant vous êtes à une époque où on parle beaucoup de data platform, on devrait d'ailleurs du coup parler en français de plateforme de données, Vous êtes sans doute un des seuls éditeurs de data platform français. Et alors je trouvais qu'à l'heure où on parle beaucoup de souveraineté numérique, où on s'inquiète de est-ce que les Américains sont toujours nos amis ou est-ce qu'ils pourraient devenir des compétiteurs à certains moments, finalement ça résonne de manière intéressante. Je peux aujourd'hui faire une data platform pour mon entreprise avec une solution française. Expliquez-nous un petit peu ce différenciateur. Alors pour nous, effectivement, un des leitmotivs qui est sur le développement et la mise en œuvre de la solution qu'on appelle Data Chain, donc il y a beaucoup de choses qui sont portées par le nom, Data Chain, voilà, déjà d'une part. Donc c'est une data platform collaborative de data management dite de bout en bout. Alors, un des leitmotifs, comme je l'ai dit en introduction, c'est effectivement le côté souveraineté. Pour nous, la souveraineté, alors effectivement, quand on reste au niveau uniquement français, ça va être Made in France, le 100% français, mais on n'a pas voulu que ce soit que ça. La souveraineté, c'est aussi s'ouvrir à l'Europe et peut-être au reste du monde. Mais en tout état de cause, pour nous, la souveraineté, c'est donner le choix au client, donc à l'utilisateur, de son mode de déploiement, de son mode d'utilisation, permettre qu'il n'ait aucune dépendance à qui que ce soit, c'est-à-dire qu'il fasse son choix et que la solution puisse s'intégrer dans son contexte et pas l'obliger à prendre effectivement tel ou tel contexte pour pouvoir fonctionner. Donc pour nous, la souveraineté, c'est vraiment donner le choix, l'indépendance pour que l'utilisateur maîtrise complètement ses datas de bout en bout. Et donc, si je travaille dans le domaine de la sécurité, de la défense, dans le secteur public, etc., je peux construire une data platform dont chacun des éléments de la chaîne ne me fera pas dépendre d'un des grands fournisseurs américains. Exactement, c'est tout à fait l'idée. On peut avoir envie d'en dépendre en fonction de ce qu'on fait, mais on peut effectivement avoir la possibilité de ne plus en dépendre. Et c'est important, je pense qu'aujourd'hui, moi je dirais juste, je donnerais peut-être deux chiffres qui tournent aujourd'hui sur LinkedIn. C'est qu'on sait que 80% des technologies achetées en Europe sont extra-européennes. Donc ça a vraiment du sens de travailler sur effectivement qu'est-ce que c'est la souveraineté et qu'est-ce qu'on peut amener en termes de souveraineté. Et effectivement, l'essentiel, c'est de pouvoir réduire les dépendances et puis faire la promotion effectivement des sociétés européennes. Puis peut-être le deuxième chiffre, c'est qu'a priori, je pense que 4 ou 5 seulement sociétés des 50 premières sociétés mondiales du numérique sont européennes. Les autres sont effectivement extra-atlantiques. Et nous, on ne prétend pas être dans les 50 premières, on aimerait, mais en tout état de cause, non, pas encore, mais en tout état de cause, ça donne en tout cas une idée du chantier, du travail, et puis de l'ambition et des enjeux forts qu'il va y avoir ces prochaines années au regard de cette souveraineté. C'est intéressant parce que d'un point de vue presque géopolitique, on a quand même dans les sociétés européennes un fleuron qui est SAP, heureusement, qui est d'origine européenne. Mais si on se rappelle un petit peu plus loin, des sociétés comme Business Objects, par exemple, à l'époque, faisaient tout pour qu'on ne sache pas qu'elles étaient européennes. Il fallait aller aux États-Unis, créer sa filiale, changer son siège social, etc. Aujourd'hui, c'est presque le chemin inverse, en fait, qu'il faudrait peut-être faire. Oui, parce que je pense que même au-delà du numérique, on est allé à un moment donné... on a voulu mondialiser, on s'est dit voilà super, on est tous dans le même bateau, c'est génial. Et puis après je pense que les différentes choses, et notamment peut-être la Covid, et puis tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique, comme vous l'avez indiqué, fait qu'on a envie de se recentrer, et puis aussi de se sécuriser, et la souveraineté en fait partie, et de ne pas dépendre encore une fois de blocs de droite, de gauche, au sens géographique du terme bien évidemment. Et c'est très très important qu'on arrive effectivement à remettre l'Europe au centre de nos préoccupations.
Est-ce que quand vous discutez avec des directeurs de systèmes d'information ou des directeurs généraux d'entreprise, est-ce que c'est une question qui commence à vous poser? Parce que je trouve, de mon point de vue, qui fait beaucoup de formation, c'est une question qui revient jamais. On me demande jamais, est-ce que la situation géopolitique va intervenir dans le choix d'un outil? Non, 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 c'est vrai que, alors, c'est vrai que c'est pas courant, mais ça commence à venir. Alors après, ça veut pas dire que d'ailleurs à la fin, le prospect fait ce choix-là, mais c'est une question qui commence à se poser. Donc ça veut dire que l'idée fait son chemin, hein, dans l'esprit de chacun, et il nous arrive maintenant d'échanger avec des prospects qui nous disent, voilà, nous on veut avant tout une solution souveraine, on veut avant tout une solution européenne. Donc c'est engageant, c'est engageant en tout cas pour l'avenir. Oui, tout à fait. Et c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est un axe supplémentaire pour vous permettre de vous développer. Alors j'imagine quand même que le fait que ce soit européen ou français ne suffit pas. S'il y a un produit qui ne répond pas aux besoins, je ne vais pas juste l'acheter. Pas du tout. Parce qu'il est français. Alors sur ce marché des data platforms, vous vous frottez à beaucoup d'acteurs essentiellement américains et puis des grands noms et des belles. Alors tiens, voilà un bel exemple d'un acteur français qui est devenu américain, Snowflake. Snowflake créé par des Français, des génies français, mais qui pour se développer, on dit on n'a pas d'autre choix que d'aller aux États-Unis. C'est ça. Du coup, c'est plus une solution souveraine. Elle a été créée par des Français, mais bon. Mais ça, c'est parce qu'il faut qu'à un moment donné, parce que vouloir du souverain, c'est aussi parfois aussi, enfin c'est même souvent, il faut faire l'effort de vouloir du souverain. Donc il faut faire confiance effectivement aux sociétés qui sont françaises ou européennes. Et puis il faut aussi investir. Parce que pourquoi ils sont partis aux États-Unis, ces sociétés? Parce qu'ils ne trouvaient pas d'investisseurs qui allaient mettre suffisamment d'argent pour passer à l'échelle. Et passer à l'échelle, ça coûte. Et malheureusement, il n'y a pas toujours eu que des réussites, mais globalement, c'est vrai que souvent les sociétés, et c'est pas la seule, hein, il y en a plein d'autres, qui sont partis aux États-Unis parce que là, ils savent mieux investir dans l'avenir et ils savent mieux investir sur des sociétés qui n'ont pas forcément des chiffres d'affaires incroyables au départ, mais qui ont du potentiel et ils savent utiliser le potentiel. Ils ont la culture de l'échec, je dirais, qui n'est pas la même que nous, et que quand on se trompe aux États-Unis, on peut recommencer. Ici, quand on se trompe, c'est plus compliqué de recommencer. Donc forcément, ça disqualifie du monde. Et puis on sait aussi, et c'est en dehors du numérique, il y a beaucoup de talents, de cerveaux, entre guillemets, dans les sciences, etc., qui partent aux États-Unis parce qu'ils mettent aussi plus de moyens qu'on peut mettre, nous, en France, pour plein de raisons, et sociologiques, économiques, politiques. En tout état de cause, ça force un petit peu les entreprises qui veulent monter à l'échelle mondiale à aller aux États-Unis parce que c'est là où on trouve l'argent et les personnes qui peuvent vous aider dans ce cadre-là. Malheureusement. Alors si on parle de la data platform en elle-même, donc vous êtes sur un marché énorme, parce qu'on y retrouve des très très grands acteurs comme Microsoft, etc., des Google, etc., et puis des plus spécialisés, on parlait de Snowflake, des Databricks, des tas de gens sur ce marché-là, des Nodo. Talent, DataIQ, etc., effectivement. Voilà. Tiens, DataIQ, encore un bon exemple. Et Talent, encore un bon exemple. Vous voyez, c'est plein de Français. Bien sûr, mais la France et l'Europe est un vrai puits de savoir et de talent. Maintenant, on ne sait pas les accompagner jusqu'à la réussite complète, quoi. Alors, d'un point de vue fonctionnalité, qu'est-ce que vous proposez? Souvent, malheureusement, on a parfois l'impression, oui, mais c'est une solution pérenne, européenne, ça va être moins beau, ça va être moins bien fini, ça va être moins complet qu'une société américaine. Alors, je ne sais pas si c'est le moins beau, le moins complet, qui prévaut. Je pense qu'on fait moins confiance parce qu'on a l'impression que c'est plus petit, que c'est plus fragile. On est toujours dans le système économique et financier. C'est effectivement, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins d'investisseurs, donc il y a moins de fonds. Donc, c'est plus difficile, évidemment. Après, le moins beau, le moins performant, je ne suis même pas sûre que les gens pensent à ça quand ils ne font pas le choix d'une société européenne. D'accord. Je pense que c'est plutôt la confiance financière des marchés qui fait qu'à un moment donné, on fait le choix raisonnable de prendre une grosse société parce qu'on sait qu'elle ne va pas effectivement fermer demain. Et les gens, quelque part, on peut... Oui, effectivement, vous prenez des Nodo, des DataIQ, des Talent, on sait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en risque, bien évidemment.
Alors d'un point de vue fonctionnalité, vous avez dit tout à l'heure, vous avez une solution de bout en bout, donc Oui. une data chain. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça recouvre et qu'est-ce que ça signifie. Alors pour nous, en fait, ce qu'on a on va dire le défi auquel on a voulu répondre, c'est l'information. Effectivement, on sait qu'il y a de plus en plus de data. Aujourd'hui, elles sont pas toujours de bonne qualité. Il y a des goulots d'étranglement, hein. L'IT n'a pas toujours le temps de fournir des éléments au métier. Il y a des silos, il y a des informations un petit peu partout qui sont disparates, hétérogènes, qu'on n'arrive pas forcément à regrouper, à consolider et à utiliser pour faire des analyses pertinentes. Donc nous, on a voulu effectivement proposer une solution qui va s'adresser tant à des gens, on va dire, de haut niveau numérique, hein, des informaticiens, des data scientists, etc., que aux gens métiers qui sont parfois moins à l'aise avec la technologie. Donc on a voulu mettre une couche d'abstraction importante pour que ça soit des super connaisseurs ou des gens beaucoup moins connaisseurs du numérique, puissent utiliser leurs data, aient à disposition leurs data assez rapidement, simplement, et puissent faire effectivement des analyses type d'abord de la data qualité, du management, et puis ensuite effectivement de la data science, pourquoi pas. Mais déjà résoudre des petits problèmes avec des choses très simples. La data science, on n'a pas besoin toujours de data science, on peut déjà passer par des analyses, des formules bien cortiquées, je dirais, qui vont vous donner déjà des insights très intéressants. Et puis ensuite, parfois, oui, on est obligé d'aller dans la data science et on fait de la data science. Et avec DataChain, on peut aussi intégrer dans la solution des algorithmes qui vont permettre de faire des analyses très poussées. Et alors donc la solution couvre depuis la collecte, le stockage Exactement. et l'analyse de la donnée. Voilà, de la donnée brute qu'on ne touche pas puisqu'on est une solution de data virtualisation. Donc nous, on ne déplace pas la data, hein, on l'analyse donc de sa source en passant par le management, la qualité, etc. L'analyse, la représentation sur des graphes, des cartes, des timelines, jusqu'à son exposition au travers d'un DC Marketplace, hein, pour DataChain, le DC. Voilà, pour pouvoir exposer sous forme d'API ou sous forme de dashboard à des utilisateurs internes, voire externes. Alors la data virtualisation, il faut qu'on en parle. Et il faut qu'on arrive à relever le défi de faire comprendre ce que c'est. Parce que honnêtement, quand je rencontre des gens, très souvent on leur explique, ça paraît presque magique. Depuis 20-30 ans, on déplace des données dans différents silos parce qu'on dit que c'est la seule solution pour les agréger, les nettoyer, etc. Et là, des gens comme vous, comme des nodos, arrivent sur le marché et disent, mais non, on peut le virtualiser. Alors virtuel, déjà, ça paraît pas très sérieux. En quoi est-ce que c'est sérieux et en quoi est-ce que ça fonctionne ? Alors, en quoi est-ce que c'est sérieux ? Déjà parce que ça marche. on a des clients, nous, notamment par exemple l'État de Genève ou la société INSEC qui utilisent ces notions. Donc ça marche. Hein, et effectivement, vous avez cité des nodos, pas des moindres sur le sujet. Je pense qu'ils ont été reconnus et notamment sur Gartner, etc. pour leur capacité sur le sujet. Et je pense qu'on est tout à fait challenger de cette société, en l'occurrence, sur le sujet. La data virtualisation, je dirais, ça permet d'analyser une donnée alors de manière virtuelle sans la déplacer, c'est-à-dire qu'on la laisse où elle est. Alors, c'est sûr que ça reste de l'ordre du concept, mais c'est simplement, je dirais que pour expliquer aux gens, c'est comme si on prenait une image de cette data et que c'est cette image-là qu'on va utiliser pour faire nos analyses, nos données, nos représentations, ce qui fait que la data physique ne va pas bouger d'endroit, ne va pas être modifiée, et qu'on aura tout loisir de modifier l'image, c'est-à-dire de mettre des espèces de calques dessus, c'est-à-dire, je donne un exemple tout simple, j'ai une date américaine dans une base de données, puis j'ai une date européenne dans une autre date. Je ne peux pas les comparer parce que les mois sont inversés. Eh bien, je vais mettre un espèce de masque où tout le monde sera soit à la format européenne, soit au format américain, et je vais pouvoir les comparer. Mais je n'ai pas changé la donnée source. Et ça, c'est important. Alors c'est un excellent exemple et ça explique très bien comment ça fonctionne. Et en même temps, du coup, on se pose des questions. On se dit comment ? Parce que justement, tout cet exemple que vous prenez, on l'a pris pour les ETL depuis toujours. Donc j'ai deux dates avec deux formats différents. J'en prends une, je la déplace, je la change et là je la stocke dans le nouveau format. Et on se dit du coup, je peux les analyser. Et on se dit mais comment avec une solution de virtualisation, j'arrive à faire la même chose à la volée sans que ça prenne beaucoup plus de temps.
Ah Parce bah, que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais manipuler la donnée, je vais oui. la changer. Alors, après, il n'y a pas non plus de magie, hein, Ah, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait des analyses et qu'on a besoin du temps réel ou du quasi-temps réel, effectivement, c'est une super solution parce qu'on a toujours la donnée fraîche, entre guillemets, hein, si je peux m'exprimer ainsi, et ça fonctionne très bien. On a aussi des outils que nous, on utilise notamment en open source de notre stack technique, qu'on a pensé justement pour avoir utilisé tous les outils qui vont permettre d'aller vite. Aujourd'hui, évidemment, il y a 20 ans ou 25 ans, c'était moins possible de faire ce genre de choses parce que c'était beaucoup plus lourd, qu'il fallait du temps et que ça n'avait pas de performance effectivement dans le résultat. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Si on utilise bien les stacks techniques, on peut avoir des performances qui sont importantes parce que les machines sont plus performantes, parce que les solutions logicielles utilisées sont plus performantes. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, alors quand je disais il n'y a pas de magie, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, si on a un ensemble de données, un dataset qu'on veut utiliser, un ensemble de données sur lequel on veut faire plusieurs analyses, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir des analyses en temps réel, on peut aussi stocker en quelque sorte cette fameuse image pour pas être obligé d'aller à chaque fois à la source. Mais ça reste toujours cette image, hein, et ça permet d'aller plus vite. Voilà. Donc il faut savoir aussi, et ça c'est un peu de l'acculturation data, savoir qu'est-ce que c'est une data et qu'est-ce que je veux en faire, donc comment je peux l'utiliser pour optimiser au mieux le travail que je vais faire dessus. Et ça, c'est aussi des choses qu'on travaille beaucoup chez Adobe, donc sur la solution DataChain, pour être aussi green, hein, je m'exprimer comme ça, c'est-à-dire d'essayer de moins consommer d'énergie, bien évidemment, de moins stocker, de moins dupliquer, parce que du coup, ça va aussi économiser de l'énergie, et d'être plus performant sur tous ces sujets-là. On travaille, enfin voilà, on progresse aussi hein, sur ces sujets-là, mais c'est très important de les aborder et d'en avoir conscience. alors, vous avez cité l'État de Genève. Est-ce que vous avez un ou d'autres exemples de clients français ou en effet européens et qu'est-ce qu'ils font avec votre solution? Alors, bah, ça va dépendre. On a deux types, on va dire, on a deux grands types de clients. On a des clients comme comme l'État de Genève ou la société Hemming d'ailleurs, qui vont utiliser notre solution DataChain dans sa complétude, c'est-à-dire en tant que plateforme. Alors, l'État de Genève, hein, c'est un appel d'offres qui cherchait une solution de virtualisation de données. Pas de data virtualisation, ils sont très français dans l'intitulé, voilà, donc de virtualisation de données. Donc ils utilisent notre solution pour se connecter à alors 5500 sources de données qui peuvent être des fichiers Excel, des bases de données, des fichiers PDF, enfin, sur n'importe quel sujet. Ça peut être les permis de construire, ça peut être l'école, ça peut être la voirie, ça peut être la santé. Une collectivité locale hein, comme l'État de Genève touche plein de secteurs. Donc nous on est complètement agnostique je dirais du type de la data. Voilà. Et puis ils travaillent à faire de la data qualité, de la data management pour faire des ensembles de data qui vont redonner aux autres services de l'État de Genève pour faire des analyses, voire exposer un certain nombre d'analyses sur une plateforme qu'ils appellent Data Continuum. Et derrière, c'est DataChain qui met à disposition voilà, ces data et qui met à disposition un certain nombre de fonctionnalités pour analyser ces data. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ça va être, donc on a d'autres sociétés qui utilisent dans ce type-là. Un autre exemple, ça va être des sociétés qui vont utiliser de manière, je dirais, plus restreinte, mais pour un sujet bien particulier. Par exemple, on a Boehringer Ingelheim comme client qui utilise la solution pour optimiser, en fait, tout son système de négociation client annuellement et qui va faire de la data qualité du data management pour s'assurer que toutes les données soient de qualité, soient exhaustives pour pouvoir bien négocier correctement avec leurs fournisseurs. Et ça, par exemple, on a fait un master et ils réutilisent chaque année. Ça a permis de diviser par 20 leurs ETP qui travaillaient sur le sujet. Et au lieu de mettre 3 mois à rendre compte de tout ça, ben maintenant il travaille et en 3 semaines c'est fini. Donc ça a permis de diminuer les coûts, d'augmenter la qualité parce qu'il y a beaucoup moins d'erreurs, parce que c'est automatisé, parce que voilà. Et donc la satisfaction en interne effectivement de la société et puis en externe aussi par rapport à leurs clients. Une dernière question peut-être, si on parle un petit peu de recrutement. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que parfois les ingénieurs français se disent bah, ma vie elle était aux États-Unis. Est-ce que c'est un problème pour vous de trouver les bons profils ?
C'est pas simple parce que c'est un marché qui est très tendu au sens, parce c'est un peu comme la médecine, à un moment donné on a assez peu formé de gens en informatique, donc forcément la rareté fait qu'à un moment donné c'est voilà. Et puis comme il y a beaucoup de sociétés dans le domaine du digital, du numérique, etc., de l'IA. Forcément, il y a moins de gens qui sur le marché que de besoins du marché. Alors voilà, ça fait augmenter les prix, ça fait que les cadences de capacité à avoir des gens, c'est moindre. Et souvent, nous, quand on cherche, effectivement, on est obligé, et c'est avec plaisir, parce qu'il y a des pays où les gens sont très très compétents, mais on va effectivement chercher parfois en dehors de la France, voire de l'Europe, parce qu'on n'arrive pas forcément en Europe ou même en France à trouver des gens qui puissent travailler sur les sujets, voilà, parce qu'ils sont allés ailleurs ou qui sont dans des grands groupes, et qu'au niveau salarial, quand vous êtes une petite société, c'est pas toujours évident de concurrencer les grands groupes sur les salaires et sur les conditions de travail. Hein. Et ça, c'est vous un avez autre problème. prévu plusieurs recrutements sur l'année 2025 Oui, alors nous, plusieurs choses. Déjà, par rapport effectivement à la solution elle-même, d'avoir plus de développeurs pour pouvoir accélérer effectivement nos développements, bien qu'on soit déjà quand même assez... la solution est très opérationnelle sur des clients qui sont satisfaits, donc on a déjà beaucoup de choses. Mais aussi et surtout monter toute une équipe marketing et commerce, puisque la solution, comme vous l'avez dit en départ, on a été assez confidentiel depuis quelques années, parce qu'on a voulu vraiment benchmarker la solution et être sûr qu'on avait fait les bons choix. C'était notre choix. Parfois, les gens font à l'envers, mais nous, on a voulu vraiment terminer la solution. Et aujourd'hui, on veut vraiment attaquer le marché de manière importante. Et donc, effectivement, nos efforts vont aussi porter sur une équipe commerciale et marketing digne de ce nom, pour pouvoir nous aider effectivement à accélérer on va dire le time to market, mais commercial, parce que le time to market de la solution, il est déjà acquis. Hein. On a déjà, je pense, suffisamment de clients, et pas des moindres, pour dire que la solution, elle tient la route. Dernière question par rapport à ça, est-ce que vous mettez en place vous-même la solution chez vos clients, ou est-ce que vous travaillez avec des intégrateurs, ou est-ce que vous apportez vous-même la prestation de service? Alors, je dirais les deux, mon capitaine. Donc, bien évidemment qu'on est en capacité nous-mêmes de déployer la solution, de former les gens et de les accompagner à l'utilisation de la solution. Ça, c'est une première chose. Et puis après, maintenant qu'on commence quand même à avoir un petit peu de clients significatifs et être un peu connus, on arrive effectivement aussi à travailler des intégrateurs. Donc, on met en place effectivement des partenariats avec des intégrateurs sectorisés, parce que c'est effectivement plus simple d'accéder. Donc, dans la santé, puisque historiquement, c'est notre domaine de compétences, la santé, et puis aussi dans l'industrie, et puis dans les sociétés de conseil. Donc voilà, on met en place toutes ces choses-là, et 2025, ça sera l'année de tout ça, des partenariats, de la réalisation de certains partenariats, et puis de la commercialisation de la solution. À l'échelle, j'espère mondiale, mais en tout cas déjà française, voire européenne. Commençons européenne. Déjà, vous avez de quoi grandir à partir de l'Europe. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, Sandra Mathieu, merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Adobis Group, qui est l'éditeur de la solution qui s'appelle Data Chain. Et donc, on pourrait la considérer comme toutes les autres solutions du marché. Mais je pense que la géopolitique actuelle doit nous faire prendre un peu plus conscience qu'on a besoin de mieux contrôler notre stack, vous avez utilisé le terme, notre stack informatique, et donc une solution française, européenne, c'est en tout cas quelque chose qu'on doit, à mon avis, inclure dans son appel d'offres, et puis après faire des comparaisons, bien sûr, sur les fonctionnalités. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est votre job. On se sent capable de montrer qu'on est des challengers, ça c'est clair. Sandra Mathieu, merci beaucoup, on se retrouve très prochainement sur Décidéo pour de nouvelles interviews, à bientôt. Merci. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.